avait pris conscience qu'il n'y avait pas que le danger de la guerre, il y avait une montée d'antisémitisme en France. Est-ce que les enfants comme vous, un beau jour comme ça, ne se sont pas demandé, mais qui sommes-nous? Les parents le savaient, mais pas vous. Un de mes plus vieux souvenirs d'enfance, puisque tout à l'heure on a parlé souvenirs d'enfance, c'est un des premiers jours où je suis arrivée au jardin d'enfants au lycée de Nice. Je suis restée au lycée de Nice, du jardin d'enfants à la philo. C'est un lycée pour lequel j'ai eu énormément d'affection, d'amour, ça a rempli ma vie aussi. Un des premiers jours, une petite fille me disant « Oh, tu es juive », c'était la première fois que j'entendais ce mot, ta mère brûlera en enfer. Et je suis rentrée en larmes à la maison et me demandais ce que ça voulait dire. Et donc c'est une prise de conscience très, très tôt. Il y a plus de 80 ans cette année que la Seconde Guerre mondiale débutait en Europe. 81 ans exactement. Une montée si rapide des régimes totalitaires semblait impossible. Tout du moins, personne ne voulait y croire. Et en France, l'idée d'une nouvelle guerre mondiale effrayait. Dès les années 1920, le parti nazi avec à sa tête Hitler exprimait déjà des signes de racisme et d'antisémitisme, et ce, particulièrement envers les Juifs. Aujourd'hui, tout le monde connaît les résultats de cette guerre sanglante et dévastatrice au travers de récits et de témoignages. Mais qu'en est-il à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'une région? L'histoire nous apprend les souffrances des pays d'un point de vue général tant la guerre a fait de dégâts. Les chiffres vertigineux des morts ne s'attardent pas plus précisément sur chaque individu. La mémoire doit être entretenue dans nos villes. Imaginerons-nous encore longtemps ce qu'il s'est passé dans nos rues plusieurs siècles auparavant? Au travers de ce reportage, nous avons voulu montrer Rouen comme beaucoup ne l'ont jamais vu ou entendu. C'est grâce aux travaux de nombreuses personnes qui se battent pour que la mémoire ne soit jamais effacée, pour que l'histoire ne soit jamais déformée ou falsifiée au travers des âges. De la destruction de la ville aux centaines de Rouennaises et Rouennais morts car juifs ou encore résistants, retour sur ces 5 ans d'occupation allemande à Rouen. L'entièreté de ce documentaire a été réalisée à partir des importantes et précieuses recherches de Françoise Bautois, historienne rouennaise. Son travail est consultable dans son livre « De Rouen à Auschwitz », paru en 2015 aux éditions Ovadia. 8 juin 1940, Rouen. Les Allemands se trouvent aux portes de la ville, au haut de la rue d'Ernemont, prêts à attaquer. L'armée française, alors retranchée dans la ville, tente désespérément d'empêcher l'ennemi de traverser la Seine. L'affrontement est inévitable. Alors qu'une bataille acharnée s'engage, les Allemands progressent et un important incendie se déclare sur la rive droite et s'étend jusqu'à la cathédrale. Un autre sur la rive gauche, mais celui-ci est causé par de nombreuses cuves de fioul brûlées pour que l'ennemi ne puisse s'en emparer. Dans la matinée du 9 juin 1940, les ponts sont détruits par l'armée française pour que les Allemands ne puissent avancer, mais l'action est inutile et Rouen tombe aux mains de l'ennemi. Les 48 000 habitants de la ville assistent à cette humiliation. Le drapeau français est changé par le drapeau nazi et les officiers allemands s'emparent des différentes institutions de la ville, mairie, commissariat et palais de justice. Pendant ce temps, l'incendie continue à ravager la ville et le quartier médiéval est déjà détruit. Alors que la cathédrale semblait perdue, ordre est finalement donné d'éteindre le feu.
Les premiers jours d'occupation sont éprouvants pour la population. Et déjà, les premiers crimes raciaux sont commis par les nazis. 17 soldats français sont fusillés parce qu'ils étaient noirs. Et dès 1940, les Juifs sont particulièrement visés. Cela commence par des discriminations. Dans la presse locale, des messages haineux sont diffusés. Et le 27 septembre 1940, la première ordonnance allemande à l'intention des Juifs est publiée dans le journal de Rouen. Elle fait état des différents recensements qui auront lieu, indique les mesures prises pour les commerces juifs et les nombreuses interdictions pour ces derniers. Un contrôle des Israélites rouennais est mis en place et, au départ, certains sont plutôt confiants et vont se faire recenser auprès des officiers allemands sans trop de crainte, car le régime de Vichy se dit rassuré et promet des contrôles dans le respect des individus. D'autres ne se sentent pas en sécurité et ne se font pas recenser, mettant ainsi leur vie en danger. Très vite, une carte d'identité juive est instaurée, différenciant un peu plus les Juifs du reste de la population. Une autre mesure contraignante est mise en place. Elle concerne les magasins juifs. Elle oblige leurs commerçants à installer une plaque indiquant leur appartenance à la religion juive selon les nazis. Ils sont également spoliés de leurs biens. 1941 est une nouvelle année de terreur et les mesures sont de plus en plus contraignantes. C'est aussi le début d'immenses rafles à Paris, où plus de 8700 juifs sont arrêtés. À Rouen, les sous-sols du palais de justice sont transformés en prison. Le 22 juin 1941 a lieu la première rafle dans la ville, principalement de communistes. Des juifs sont également appréhendés. Cette mesure intervient suite à la rupture du pacte germano-soviétique qui aboutit à un acharnement des nazis sur les personnes d'origine russe, soupçonnées à tort d'être communistes. Le 21 août 1941, un officier de la Wehrmacht est assassiné. Suite à ça, on assiste à une augmentation de la violence et de nombreuses personnes sont fusillées. C'est le début de l'anéantissement total des Juifs par les nazis. La résistance intensifie ses actions et de nombreux attentats sont commis contre l'armée allemande ou de proches collaborateurs, comme le 3 février 1942 dans une usine collaboratrice de Déville-lès-Rouen. En Normandie, le résistant communiste Valentin Feldman effectue plusieurs actions dans la région et est dès lors soupçonné à tort d'avoir commis cet attentat. Il est arrêté et condamné à mort. Il s'adresse alors à son ami depuis sa cellule. Jacques, mon vieux, quant aux sentiments que je puisse avoir pour vous, ils sont très simples. Une immense et reconnaissante affection, mêlée d'admiration, car vous ne m'en voulez pas de vous avoir fait tomber dans un monde qui n'est pas pour vous, de vous avoir mis dans le bain. Dans l'une de ses dernières lettres, il ajoute « Je meurs par dignité, pour n'avoir pas voulu parler pour marchander ma tête. Il ne faut pas me pleurer. Je meurs en homme sans trembler, propre comme j'ai vécu en homme. » D'autres résistants seront aussi assassinés. En général, les habitants de Rouen commencent à se fatiguer d'être constamment stressés et apeurés par l'occupation, et ce, particulièrement chez les Juifs. Le fait d'être traqués et surveillés les effraie, et cela leur rappelle des événements passés où leurs ancêtres étaient également persécutés. Il faut savoir que les Juifs sont implantés sur Rouen depuis le IVe siècle et de nombreuses générations ont succédé dans la ville. Alors pourquoi s'acharne-t-on sur eux de cette manière ? Beaucoup ne le comprennent pas. C'est alors que le 6 mai 1942, la plus grande rafle de Rouen a lieu, dans le plus grand des secrets. Parmi les Juifs arrêtés, le père de Denise Holsten. Denise Holsten est la seule rescapée des victimes de la Shoah de Rouen, et elle est encore en vie aujourd'hui. Depuis plusieurs années, elle témoigne de l'horreur qu'elle a vécue dans les collèges et les lycées. Françoise Botois a réuni dans son livre les témoignages de Madame Holsten, ce qui nous a permis de pouvoir en apprendre plus sur sa vie
et de ce fait sur la vie des autres Rouennais de manière précise. Nous y reviendrons plus tard. Elle était âgée de 15 ans lorsqu'elle fit face à l'arrestation de son père. Elle témoigne. Il est 9 heures. La rue est calme, puisque personne n'a le droit de sortir. Je vois 2 gendarmes français qui longent le jardin Solferino, regardent vers nos fenêtres, s'avancent vers la maison. J'appelle maman. Elle regarde. Comme moi, elle comprend. Elle prévient papa qui monte chez nos voisins, les Morans. Coup de sonnette. Maman descend ouvrir la porte et un gendarme monte avec elle. Nous venons chercher monsieur Holsten. Petite phrase terrible. Il est là, disent-ils. Ils en sont sûrs. Il a soigné des clients jusqu'à 20 heures et en raison du couvre-feu, il n'est certainement pas sorti. S'il ne vient pas, on vous emmène avec vos 2 enfants. La voisine écoute et remonte dire à papa ce qu'il se passe. Il descend. Prenez une couverture et un sac. Je ne pense pas que vous reviendrez ce soir. De cette rafle, 77 juifs sont arrêtés. Tous sont des hommes. 18 parviennent à y échapper, soit en ayant fui, soit car ils n'étaient pas en bonne santé et obtiennent le droit de rester chez eux ou de rester à l'hôpital. Le maire de Rouen tenta d'en apprendre plus sur les nombreuses arrestations qui eurent lieu, mais les officiers allemands ne voulurent dire quoi que ce soit. Suite à ces arrestations, d'une ampleur jamais vue, les Juifs sont de plus en plus traqués et les recherches s'intensifient pour retrouver ceux disparus. La police française, sous le commandement des autorités allemandes depuis la collaboration entre le maréchal Pétain et Hitler, est prise à partie dans les recherches. Mais les mesures contraignantes ne s'arrêtent pas là, et le 29 mai 1942, tous les Juifs doivent porter l'étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine. Certains ne la portent pas, ou encore ridiculisent l'ordonnance allemande comme Huguette Missika, qui fit porter une étoile similaire à son chien, ce qui lui vaudra des travaux forcés au palais de justice. Dans les écoles, les professeurs tentent de rassurer les élèves apeurés et ridiculisés par cette étoile jaune. C'est le début de nombreuses indignations de Rouennais qui ne cautionnent pas cette nouvelle restriction envers les Juifs. Le 7 juin 1942, il ne reste plus que 152 adultes juifs et 22 enfants de moins de 16 ans. Puis c'est au tour des téléphones d'être interdits aux Juifs. Puis progressivement les lieux publics, tels que les parcs, où l'on peut voir des pancartes « Interdits aux Juifs », ainsi que les théâtres, cinémas ou encore les sports. Denise Holsten ne peut notamment plus pratiquer son sport favori, le tennis. Denise témoigne. Nous n'avons plus le droit de rentrer dans un square, ni d'aller au cinéma, ou à la piscine, ou sur un stade. Je suis une enragée du tennis. Je joue beaucoup et, du jour au lendemain, je dois m'arrêter. Face à la multiplication des rafles, les associations humanitaires réagissent. L'Église, par le biais de Monseigneur Saliège, réagit également et rédige une lettre qui sera reprise par la résistance à la BBC. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943, les nazis franchissent un point de non-retour en ordonnant de liquider le département de la Seine-Inférieure de ces juifs. C'est la rafle nocturne la plus longue et la plus importante de Rouen, comme en témoigne Denise Holsten. Un coup de sonnette, le soir, en plein couvre-feu. Il n'y a aucun doute. Nous comprenons tout de suite ce qui nous arrive. Maman descend ouvrir. Je m'avance sur le palier pour écouter et j'entends dire, d'une voix sourde, « La petite aussi ?» Et cette réponse, « Oui, tous les 3. » Denise est alors arrêtée avec sa mère et son père revenus entre-temps. Les derniers juifs de Rouen sont arrêtés ce jour-là, seules les personnes hospitalisées ne le sont pas. Durant cette guerre, certaines personnes décidèrent de se ranger du côté de l'envahisseur, par peur ou par conviction. Certains Rouennais dénoncent ainsi certaines actions des Juifs et les rapportent aux différents commissariats.
ces diffamations sont courantes. Certains partis d'extrême droite ont fait l'éloge du nazisme et on dénombre également des tags antisémites dans les rues de Rouen. Cependant, d'autres personnes ont tenté d'opposer une résistance sans faille aux Allemands ou ont simplement tenté d'agir à leur niveau, comme le résistant juif Gérard Abramovici, qui fut de nombreuses fois traqué par les SS, mais le 23 août 1943 fut arrêté et torturé. Puis il finira par s'étrangler à l'aide de sa chemise dans sa cellule pour ne pas dénoncer ses camarades. On compte également de nombreuses autres personnes dans la région, comme le pasteur Jean Médard, dont la fille était entrée dans la résistance. Le maire de Rouen qui, malgré sa proximité avec les officiers allemands, tente de les raisonner sur plusieurs décisions et aider également les résistants à changer d'identité. Il y avait également des médecins, des policiers, des voisins qui exprimaient un soutien envers les persécutés. Arrêtons-nous sur le portrait d'une femme, Françoise Georges, infirmière de la Croix-Rouge, qui tenta de soigner courageusement, le 10 mai 1944, des Juifs enfermés dans un wagon, immobilisés à Rouen, où ils étaient entassés et dans un état plus que lamentable. Pour cette dernière partie du documentaire, nous allons voir les derniers instants de la guerre et suivre plus précisément la vie de Denise Holsten, encore âgée de 15 ans. Denise était alors internée au camp de Drancy depuis qu'elle fut arrêtée le 16 janvier dernier. Elle contracta une maladie très contagieuse et sera hospitalisée. Malheureusement, ses parents durent rester au camp et ce sera la dernière fois qu'elle les reverra. En mars, elle est confiée à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, avec d'autres enfants. Cependant, elle reste otage de la Gestapo et est déportable à tout moment. Elle peut de nouveau reprendre ses études et rendre visite à sa grand-mère dans Paris. Elle exprime à ce sujet: « Je suis relativement libre. Je peux reprendre mes études au lycée Lamartine et je peux sortir, aller voir ma grand-mère, à condition d'être rentré tous les soirs à 6 heures. » Le 20 novembre, sa grand-mère lui rend visite, malgré les interdictions, et lui tend une lettre, lui apprenant que ses parents sont déportés à Auschwitz le même jour. Elle témoigne. « C'était le 20 novembre que papa et maman avaient quitté la France pour une destination inconnue. Le coup fut terrible. Je les pensais indéportables, et ils étaient partis tout de même. Je regrette de les avoir laissés partir sans moi. » Bouleversée par la mort de ses parents, elle se consacra à s'occuper des enfants de l'UGIF qui, pour la plupart, étaient âgés de moins de 10 ans. Mais le 22 juillet 1944, les autorités allemandes arrêtent tous les enfants et le personnel du centre, dont Denise Holsten. Ils furent déportés à Drancy. La Gestapo, à l'origine de cet acte, agit en représailles face à de récents attentats contre des officiers allemands. L'année 1944 était aussi l'année de nombreuses libérations sur le territoire français. Et la plupart des Alliés avaient débarqué le 6 juin dernier, lors du jour J, en Normandie. Leur avancée ralentissait les déportations. Malgré son retour à Drancy, où elle avait vu pour la dernière fois ses parents, Denise Holsten, désormais âgée de 17 ans, continuait de s'occuper des petits. Des internés témoignent. On voudrait toujours parler d'elles. Depuis une semaine, elles sont sur la brèche, ne dorment en guère, l'œil toujours attaché aux faits et gestes de leurs enfants. Jamais tendresse humaine ne s'est plus développée que dans ces tragiques circonstances. Denise Holsten témoigne également. Les fiches mauves nous étaient distribuées. Nous comprenions alors que nous étions déportables. Les Anglo-Américains avançaient déjà beaucoup en France. Aurions-nous la chance de les voir arriver avant que le départ n'ait lieu?
Le 31 juillet 1944, Denise Holsten et les enfants du centre sont déportés. Les Alliés ne sont pas arrivés à temps à Paris. Sur les 40 enfants arrêtés du centre, tous seront vivants à la libération. Les autres enfants du convoi seront assassinés. Denise Holsten parvient à survivre dans le camp d'Auschwitz de par sa santé, sa jeunesse et sa volonté de vivre. Elle fut de nouveau déportée au camp de Bergen-Belsen, où elle connaîtra de nouveau l'horreur et contracta le typhus. Après avoir vécu l'occupation, le stress, la peur, l'arrestation de ses amis, de son père et de sa mère, après s'être vue ôtée de ses droits, après avoir vu des choses que beaucoup aujourd'hui ne peuvent imaginer, Denise Holsten fut libérée le 15 avril 1945 à l'âge de 18 ans. Depuis 1992, Françoise Beautois et Denise Holsten travaillent ensemble à la perpétuation de la mémoire des déportés. C'est cette même année, après 50 ans de silence, que Denise eut le courage de retourner au camp de Auschwitz avec Françoise pour un voyage scolaire. Elle dit à ce sujet « Il faut que je retourne au camp de Birkenau, que je parle malgré la souffrance de retrouver l'horreur. » Elle sillonne la France pour témoigner. Aujourd'hui, alors que la haine et l'antisémitisme prennent une nouvelle ampleur, que le temps emporte avec lui témoins et survivants, son rôle est plus qu'important. Et nous nous devons de l'entendre et de la transmettre à notre tour sans déformation. Cette année aurait dû avoir lieu une cérémonie en hommage aux différentes victimes des déportations de Rouen et de son agglomération. Malheureusement, elle ne put avoir lieu pour les raisons que nous connaissons tous. Elle sera possiblement reportée à février 2021. Nous espérons pouvoir couvrir l'événement dans la partie 2 de 41 regards. Cependant, des pavés de mémoire ont déjà été posés en face des anciens lieux de résidence des victimes. Ils sont l'œuvre de Günther Demnig, un artiste berlinois qui grave des pavés appelés Stolpersteine et les incruste dans le sol de nombreuses villes en Europe. 41 furent posés à Rouen. 41 fois une personne qui furent autrefois assassinées sans raison. Mais aujourd'hui, leurs noms sont enfin gravés dans l'histoire et plus que jamais, nous nous devons d'honorer leur mémoire.